Vous écoutez La Fabrique des Mésanges de Lord Zenacker, l'Inde. L'Inde n'était qu'un flot insensé de gens, de voitures, de vélos. New Delhi grouillait. Les mouvements rapides et ininterrompus d'une ville sur le point d'exploser m'entraînèrent dans leur sillage infernal. Comment étais-je arrivé en Inde ? Par l'avion. Non, en vrai, c'était ma mère qui me paya le voyage. Après le départ d'Aphrodite, je m'étais mis à me décomposer. Littéralement. Je ne me douchais plus, je vidais les fonds de placard pour me nourrir, je m'étalais sur le canapé sans réagir au changement de programme télé. Je sentais même que mes muscles devenaient mous et flasques. Je déprimais. Je traînais chez maman de temps en temps, de plus en plus souvent. Mes yeux étaient vides quand je contemplais les chaises en plastique rouge au design spatial. Un soir, assis sur l'une de ces chaises, je disais à ma mère « Il faut que je parte. Il faut que je me tire d'ici, il faut que je parte. » Elle me regarda hagarde, comme si je venais de prononcer mes premiers mots après tant d'aphasie, ce qui était d'ailleurs le cas. Elle me prit les mains en répondant « Où veux-tu aller ?» Je relevai un sourcil. « En Inde. » Elle avait hésité avant de prendre un congé sabbatique d'1 mois et de nous réserver 2 billets d'avion. C'était son premier voyage loin d'Europe et elle était tout agitée. Quand moi j'étais un ratatiné, elle s'activait à prévoir les visas, le van dans lequel on était censé dormir, et le trajet à prendre. Elle avait acheté une 10aine de cartes du pays où elle dessinait les routes à suivre. Malgré sa petite 50aine, elle faisait preuve d'une vivacité qui contrastait avec la mienne. Le jour J, nous nous rendîmes à l'aéroport quand au moment de présenter les tickets d'embarquement, elle fit un pas en arrière. « Qu'est-ce qui te prend ?» demandai-je surpris. Je ne t'ai pas dit, mais voilà, je ne pars pas. « Quoi ?» Laisse-moi t'expliquer avant que tu t'énerves. Je ne pars pas parce que je n'ai pas les moyens de partir avec toi. La décision était trop subite et je n'ai pas eu le temps d'économiser. « Mais tu aurais pu me le dire !» dis-je agacée. « Non, mais ça n'aurait rien changé. Et puis qu'est-ce qu'un garçon comme toi ferait avec sa mère, hein ? C'est ton voyage. »« Tu m'as menti pendant tout ce temps, m'énervai-je. Oui. Je suis désolée. »« Mais je fais quoi maintenant ? » ?»« Chut, pas si fort. »« Eh bien, dit-elle en mettant dans ma paume le billet d'avion. Tu pars. C'était notre voyage à 2. On y retournera, je t'en fais la promesse. Mais c'est ton départ, pas le mien. » Elle se mit sur la pointe des pieds pour me donner un baiser sur la joue. Ses yeux s'embuèrent de quelques larmes qu'elle essuya d'un revers de manche. « Vas-y mon fils, et raconte-moi. » Tout en poussant mon dos vers la porte d'embarquement, je tournai la tête pour regarder son petit corps s'activer à me faire avancer. J'étais tellement étonnée que je me laissai faire. Elle prit ma main et la posa contre le scanner du contrôle automatique. « Allez Max, je sais que ce sera super. » J'avançai en mode automatique. Je montai dans l'appareil et après quelques heures de vol, j'atterrissais à New Delhi. J'avais pris le van que ma mère nous avait réservé et je roulais jusqu'à la ville. Une fois arrivé aux abords, je garai la machine et je me mis à respirer longuement, la bouche haletante contre le volant. Je descendis après des millions de minutes dans lesquelles je m'étais perdue et j'allais marcher dans la capitale indienne. Je m'assis à un café donnant sur une rue dont je ne connaissais pas le nom. Je ne parlais pas leur langue, mais j'essayais de l'apprivoiser, d'accueillir leur apostrophe au sein de l'oreille, de me coller leurs syllabes au creux du tympan. Et puis j'entendis des sons familiers. Un type à ma droite s'énervait en allemand. Et il se donnait de la peine puisque personne ne le comprenait. À ce moment, je fis ce que tout apprenti voyageur fait. Il se rapproche de la patrie. Il nie le voyage, ne fréquentant que des gens de son pays sans aller vers l'autre. Mais moi, je n'en savais rien. J'étais simplement rassurée de ne plus me sentir seule. Alors je m'approchai du type et j'entamai la conversation. « C'est pas mon jour aujourd'hui, m'avoua-t-il. Pour la première fois, j'en ai ma claque des voyages. Et mon éditeur doute de mon travail. Mais quel connard !» Je lui demandai s'il était écrivain, ce à quoi il répondit par un large sourire. « Oui, mon gars, je suis écrivain. Et je peux te dire que j'ai tiré mon pardas sur les chemins de ce monde, petit. Je suis arrivé en Inde il y a 2 ans. Avant, j'étais dans les plaines de Sibérie, à suivre les traces des derniers nomades de Mongolie, à écouter le récit des chamans. » Il me tendit sa main. « Léon, enchanté. » Léon était spécial, jusqu'à ses cheveux qui ressemblaient aux vapeurs des fumées de cigarettes, gondolant sur sa tête et lui créant une sorte d'auréole. « Qu'est-ce que tu fais en Inde ?» demandai-je. « Et toi, petit ?» Il m'appelait petit parce qu'il aurait pu être mon père, comme il l'avouait. Comme je lui plaisais bien, il se pencha sur moi et se mit à chuchoter. « J'ai un projet très secret. Mon prochain livre s'appuie sur un événement très rare. » Pour m'en dire davantage, il m'invita chez lui, dans un petit appartement de l'une des avenues les plus bruyantes de cette ville.
Une fois assis sur des chaises de jardin dans son salon, derrière des mandalas mystiques sur des rideaux de jaune et de bleu, il me servit un verre d'eau. En vérité, je suis en Inde parce que je suis fascinée par leur mythologie. Ce que j'aime ici, c'est la croyance des gens du pays qui sont persuadés que les dieux se réincarnent. C'est bête, mais au bout d'un moment on se met à y croire, petit, à ces histoires. Il attrapa son menton et posa ses yeux au sol. Depuis quelque temps, on raconte que Ganesh se serait réincarné. L'image du Dalai Lama, tu vois. Il y a des gens qui partent à sa recherche. C'est tellement rare que cet événement déplace des foules. Et qui est ce Ganesh, demandai-je. L'enfant éléphant. C'est une légende indienne. Shiva, le dieu de tous les dieux, est marié à Parvati. Régulièrement, il part faire de longues méditations dans l'Himalaya. Un jour, après l'une d'entre elles, Shiva le Grand revient à la maison, mais il ne peut pas rentrer. Devant sa porte, il y a un gamin qui lui refuse le passage. Le jeune homme n'a pas peur, et il ne prend pas au sérieux les menaces de Shiva. Parvati est au même moment dans son bain et n'entend rien de la conversation. Elle se détend, et elle n'est même pas au courant du retour de son mari. Ce que Shiva ne sait pas, c'est que c'est elle qui a créé Ganesh à partir d'onguents et de poussière. Ne me demande pas comment elle a fait, ça fait partie des mystères de la mythologie. Shiva, qui a médité pendant des piges et devrait en théorie être vachement détendu, sort son épée et tranche la tête du gamin, qui roule et reste introuvable. Parvati sort de sa baignoire, découvre l'horreur et explique qu'elle a engendré ce garçon seul pour lui tenir compagnie. Elle explose en larmes. On dit qu'on entendit ses cris depuis la Chine. Alors Shiva la prend en pitié et lui promet de remplacer la tête par celle de la première créature qui se présenterait hors de la vue de sa mère. Et un éléphanteau passe. Sa mère lui tourne le dos. Donc il lui met la tête de l'éléphant sur le corps. Et bam, tu as Ganesh. Pour accéder à la Shakti, ou l'état spirituel supérieur, il faut trancher la tête. C'est-à-dire que l'intellectuel doit se retirer pour faire place à l'énergie divine, ou ce que tu appellerais l'instinct. C'est un peu violent comme histoire, dis-je. Pas inintéressant, mais violent. Et tu sais à quoi ressemble cet enfant éléphant ? Il dit « Personne ne le sait ». C'est bien pour ça qu'il est si difficile de le trouver. Pour sûr, c'est pas un gamin qui se balade avec une tête d'éléphant. C'est peut-être juste un gamin. Ou juste un éléphant. Il y a des signes qui le distinguent. Genre comme pour le Dalai Lama. Et justement, petit, je fais des recherches sur ces signes. Les hindous sont très attachés à la réincarnation. Par exemple, il y a des enfants qui portent des taches sur le corps, semblables à l'impact d'une balle. Et ben tu peux être sûr qu'on leur a tiré dessus dans une vie précédente. Tout ça, c'est une histoire de croyance. Il faut se faire confiance. Et surtout ici où la réincarnation est normale. Elle n'est pas remise en question. Tu vas me dire, certaines personnes croient bien en Dieu, même si personne n'a prouvé son existence et qu'on ignore même à quoi il ressemble. Tiens, viens demain avec moi, nous irons dans l'arrière-pays pour faire une étude de terrain. J'hésitais. D'accord, oui, pourquoi pas. Mais tu comptes vraiment le trouver ? Il me regarda. Je sais pas. Mon but est d'écrire un livre, de rassembler les pièces manquantes, et avec un peu de chance de le côtoyer, cet enfant éléphant. Sans doute un môme qui médite sous un arbre sans boire ni manger. J'accompagnai Léon dans l'arrière-boutique des Indes. Nous allions à la rencontre des gens. On aurait vu un gamin léviter il y a 3 jours, t'y crois, toi ? Nous roulions dans mon van, et lui seul décidait des routes à prendre. Des routes de sable, de terre, des routes ondulées, torturées, qui nous faisaient rebondir sur nos sièges. Et rien, toujours rien. J'en apprenais un peu plus sur la légende de Ganesh, le protecteur des portes, le gardien des écrivains, le dieu qui supprime les obstacles. Pourtant des obstacles il y en avait. La langue, les terrains risqués, et la réticence des habitants à se confier. Après 2 semaines de vagabondage, Léon me prévint qu'il repartait en Allemagne pour convaincre son connard d'éditeur de lui renflouer son compte. Je pouvais rester dans son appartement, mais il me fit jurer de continuer les recherches. Quand il partit, je me pris au défi de trouver une trace de cet enfant éléphant qui ne faisait pas beaucoup parler d'eux. Pourtant, je commençais à y croire. Lentement, le mythe prenait. Les horizons pouvaient bien se paraître de rose tous les matins, j'étais sans espoir. Je pris le van que je conduisais maintenant depuis des semaines et je parcourus encore quelques kilomètres quand une roue creva. Par chance, il y avait un village droit devant, à peine quelques mètres. Les enfants vinrent m'encercler dans des cris de joie. Ils me prirent les mains, m'emmenèrent dans leur maison et me firent asseoir. Les femmes me servirent du thé, quand les hommes attendaient tranquillement. Je n'avais aucune idée où j'étais, sans doute dans un parallèle du temps. J'étais donc assis à une table, tripotant ma tasse de thé. En mauvais anglais, je racontais mon périple, ma roue crevée et mes tentatives de dénicher quelqu'un. Ils écoutaient fascinés, surtout les vieux qui bougeaient la tête d'avant en arrière. J'insistais pour qu'on répare la machine, mais on me fit comprendre en agitant les mains que tout irait bien. Inutile de dire que j'étais sceptique étant donné que personne ne se comprenait vraiment. Je repris une gorgée de thé noir, avant de demander comme souvent s'ils avaient entendu parler de la réincarnation de Ganesh.
Soudain, les vieux arrêtèrent de balancer la tête d'une façon sereine. Les femmes cessèrent leur va-et-vient. Ils me contemplèrent tous de leurs grands yeux noirs, comme si je venais d'activer la touche d'un piano jamais pressé. Personne ne pip un mot, et le sujet resta planté là, sur la table, sans que personne ne veuille y toucher. Quand après de longues minutes à nous regarder dans le blanc des yeux dans un silence de marbre, un jeune homme se mit à trembler, comme s'il était pris d'un froid brusque. Ses mains se secouèrent, hors de contrôle, ses dents claquèrent, et ses pieds tapèrent en rythme sur le sol comme un danseur irlandais. Son corps fut saisi d'un spasme violent et fulgurant, telle une crise d'épilepsie, et effectivement, il roula par terre et se retrouva en position de fœtus. Il grelotta encore de longues minutes sans que personne ne bouge. Aucun vieux, aucune vieille, aucun autre enfant, leur regard était posé fixe et vide sur le jeune garçon. Moi-même, j'étais tétanisée. Ses membres se mirent à vibrer, ses paupières s'ouvrirent et se fermèrent à grande vitesse. Sa peau transpirait. Et d'un coup, il se releva, calme, et il ouvrit les paupières. Il me fixa droit dans le cœur, et je le jure, ses pupilles s'étaient éclaircies. Un bleu transparent, pétillant, un bleu qui semblait venir du fond de votre âme, du ciel de janvier quand le soleil est encore timide. Cette scène était frappante, surréaliste, et ce n'était pas fini. L'assemblée des hommes et des femmes à table contemplait leurs pieds, la tête basse. Je compris alors qu'ils savaient que la crise du jeune garçon n'avait rien d'une maladie mais d'un don. Le gamin mit une main en évidence en direction du toit, nous montrant les lignes de sa paume, et il prononça en allemand. « En Grèce. Il faut partir en Grèce. » C'était la première fois que j'assistais à autant de mysticisme. C'était la première piste concrète que j'avais alors attendue depuis bientôt un mois. J'allais partir en Grèce, et toute la tablée secouait le menton d'un air décidé. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. J'étais perdue, et un tout petit chien me collait aux jambes. Le van avait été réparé, et au moment d'y entrer, le gamin aux yeux bleus s'avança vers moi, attrapa le petit chien et me le mit dans les bras. « Guide spirituel !» balbutia-t-il. Après la scène à laquelle je venais d'assister, j'étais dans un état de choc. « Guide spirituel ?» demandai-je. Il hocha la tête, et n'ayant aucun moyen de me défendre, je calai le chien dans un pan de ma veste. J'allumai le moteur du van, laissant derrière moi des cris d'enfants courant dans la fumée produite par mes roues. En remontant vers New Delhi, je croquais le paysage et prenais des notes furtives sur la beauté de la campagne indienne, sur les caprices du Gange et sur les palais des Maharajas. Je le faisais pour maman, lui retranscrivant les formes et les couleurs de l'Inde. Je le faisais pour elle, même si je la sentais près de moi, intouchable, marchant dans mes pas pour ne pas révéler sa présence. Je finis par atteindre la capitale. Je me tenais là, bagage au poing, chien au pied, que j'avais voulu abandonner mais qui n'avait jamais voulu me lâcher. La ville fourmillait. Les couleurs s'entrechoquaient. J'étais là, et je devais prendre une décision. Revenir en Allemagne ou partir en Grèce. Non que l'argent ne soit pas un problème, mais il y avait quelque chose de plus profond que cela. C'était toutes ces fois où l'on se disait que ça suffisait, qu'on en avait bien profité, qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. À cela s'ajoutait que je ressentais le mal du pays comme un chagrin d'une intensité alors jamais vécue. N'avais-je déjà pas réalisé le grand voyage ? Voilà pourquoi dans l'aéroport je demandais un billet d'avion pour Berlin. Je me disais que c'était plus raisonnable, la meilleure décision à prendre, que c'était mieux comme ça. Mieux comme ça, sa voix résonnait dans ma tête. C'était ma mère qui m'était revenue d'une vision. Mes mains se mirent à trembler de colère. Non, me répétai-je, elle ne l'aurait pas voulu comme ça. J'interrompis l'hôtesse avant qu'elle ne finalise l'opération en lui demandant de me trouver un billet pour Athènes. Elle me regarda perplexe, les doigts en lévitation au-dessus des touches, avant de reprendre son sourire et de changer ma demande. Certains voyages sont uniques dans la vie, et je sentais que le mien ne venait que commencer. Si le gamin était en Grèce, alors je devrais m'y rendre. J'eus une broutille au cœur. J'appris qu'on nommait cette broutille adrénaline. L'adrénaline du voyage me prenait tout entier, s'infiltrait en moi comme une couleuvre sur un muret de pierre, et je tremblais dans mes membres comme si j'avais eu de la fièvre. J'arrivai très tôt un matin de juin à Athènes. César, le chien, ne me lâchait plus d'un poil. Le chihuahua me faisait clairement penser à ce vieux toutou du manga japonais, le château ambulant, et sans dire que je m'y sois attachée, je le laissais me suivre. J'avais réussi à obtenir contre un peu d'argent des papiers chez un vétérinaire. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait sur ce nouveau rivage, et je regrettais déjà ma décision. Une nouvelle langue, une nouvelle architecture, un soleil incertain pointant au-delà des toits de la ville, et ma mère qui ne répondait pas souvent au téléphone. Je pensais à Aphrodite. Je n'aimais pas Athènes, il y faisait trop chaud, trop étroit, trop sec, trop touristique, trop. J'essayais de me trouver un recoin tranquille pour m'asseoir quelques instants.
mais le moindre vrombissement de vent qui me parvenait était étouffant. Je m'arrêtai à une station de bus qui passa après quelques minutes d'attente. Je demandai à la chauffeuse où je pourrais m'arrêter pour boire et dormir, de préférence en dehors de la ville. Pour que la communication passe mieux, je portai le geste à la parole. La conductrice de bus avait des yeux noirs très profonds et un chignon très blond. Elle me faisait une étrange impression. Toujours est-il qu'elle me déposa près d'une grande vigne. En haut de cette colline, il y avait une habitation et je me mis à marcher dans sa direction. Cela me prit une bonne demi-heure avant de me trouver devant la porte. Ça ressemblait à une petite cahute en grosse pierre dont le toit avait été repeint en bleu récemment. Pourtant rien ne stipulait bar ou café. Je toquai quand même. Je respirais mieux à présent. Au bout de quelques secondes, un type immense sortit avec un verre de vin. Il me barra l'entrée de son corps magistral. Son haleine était pleine d'arômes de fruits. Il me demanda ce que je foutais là, et je répondis que le destin m'avait conduit jusqu'à lui. Il me rétorqua quelle forme de destin me conduisait jusqu'à lui, et je lui dis que le destin était un bus. Il me scruta encore quelques secondes avant de dégager sa structure de devant la porte pour me laisser passer. On a du mal te conseiller, je ne suis pas une buvette. D'ailleurs, personne ne conseille ma maison pour venir se désaltérer. Dans ce cas, je me suis trompée, je m'en excuse. Je vais faire demi-tour et me chercher une buvette, dis-je en remarquant soudain une scène étrange. Deux jeunes filles étaient étalées sur un lit défait au hasard d'une porte entr'ouverte. Elles arrachaient une branche de vigne, des raisins avec les lèvres. Elles ne semblaient pas remarquer mon intrusion dans leur gesticulation érotique. Je ne savais pas chez qui j'étais. Et si j'avais su ce qui m'attendait, je ne l'aurais jamais cru. Mais pour l'instant, j'étais devant la porte que le type venait de débloquer.